Bonsoir à tous. Alors, deuxième partie de ma lecture de l'intégrale de Serge Monat, dont je vous ai mis le lien dans la description. Alors, rapidement, qui est Serge Monat? C'est un journaliste d'enquête et poète. Il était le disciple de René Bergeron et de William Gaillard. Au début des années 90, il se consacre à la rédaction d'ouvrages sur le nouvel ordre mondial. Il obtenait ses sources auprès de confrères acquis à sa cause et d'agents des services secrets ou politiciens souvent repentis. Monastre trouvera la mort dans des conditions très troublantes le 5 décembre 1996. Le pauvre Canada véhiculé dans les années 60, scénario probable. Des préjugés au fondement du racisme colonial anglo-saxon canadien. Au-delà même de la perception de certains groupes anglophones et de ce qui est largement véhiculé comme préjugé dans les couches paysannes et populaires du Canada anglais, soit entre autres que l'indépendance du Québec est chose totalement impossible, qu'un Québec indépendant ne pourrait survivre économiquement et qu'il serait vite assimilé par les États-Unis, que l'économie canadienne se porterait mieux une fois débarrassée du problème québécois parce qu'elle éliminerait du même coup les déficits rattachés à un bilinguisme autant boiteux qu'inutile, qu'après toute tentative en apparence honnête de la part du Canada anglais, si le Québec veut partir, se séparer, eh bien, qu'il parte car la nation ne pourra que mieux s'en porter, que les Québécois, les Frenchies, comme on se plaît de les appeler dans l'ouest du pays, ont perdu la guerre avec l'Angleterre au cours de leur histoire, et qu'en ce sens, ceux-ci n'ont par conséquent rien à réclamer, et qu'à toute fin pratique, le Canada est une unité, entre guillemets, anglo-saxonne d'origine britannique, et que ceux qui veulent y vivre n'ont qu'à se plier à cette réalité quotidienne, etc. Donc, au-delà même de chacune de ces perceptions, celle-ci démontrant à quel point les Canadiens du centre et de l'ouest du pays semblent souffrir d'une profonde lacune de connaissances historiques, politiques, économiques, sociales et culturelles de la dualité canadienne, sans parler ici à quel point de telles perceptions furent et sont encore entretenues de nos jours par des formations politiques avides de pouvoir et un establishment économique prêt à tout pour protéger ses propres intérêts, il existe, dans le contexte actuel du Québec et du Canada, d'une part la réalité brutale d'un racisme colonial historique, et d'autre part les moyens utilisés par les États-Unis afin de se servir de ce même contexte pour les intérêts de leur politique extérieure, intérêts rattachés à leur politique économique intérieure. L'avenir d'une nation, quelle qu'elle soit, ne se joue aucunement sur des affirmations empreintes de racisme, même si parfois malheureusement une utilisation du racisme par des hommes politiques peu scrupuleux influencera de beaucoup le processus politique, surtout lors de l'éclatement de problèmes économiques sérieux menaçant l'équilibre social d'une collectivité donnée dans son ensemble. Dans un tel contexte où apparaît plus souvent qu'autrement une chasse aux sorcières afin de trouver à tout prix des coupables pour expliquer et surtout pour excuser la faiblesse des hommes politiques en place, le racisme jouera un rôle de premier plan dans la disparition d'une démocratie au profit d'une dictature. En ce sens, l'exemple de l'Allemagne et de l'Italie des années 1935 et aujourd'hui, sur un autre plan et dans un autre contexte, celui de la Yougoslavie, ne représente que quelques-unes des réalités sinistres qui sont apparues d'une époque à l'autre au cours de l'histoire et continuent encore de se produire de nos jours. Cette idéologie qu'est le racisme est fondée sur la croyance qu'une hiérarchie doit exister entre les individus et les groupes d'individus. Celui-ci existant donc à partir d'un sentiment de supériorité, révèle en même temps la peur, la crainte, la hantise de l'autre qui est différent et qui, à cause de cette différence, menace, met en danger, insécurise. Souvent, ce sera les frustrations personnelles, économiques, sociales, sexuelles et politiques. Le tout confiné, amplifié par une position sociale désavantagée, l'autre a du travail, moi pas, l'autre a la sécurité économique, moi pas, l'autre a le pouvoir et les femmes, moi pas, etc. Ces mêmes frustrations de tout genre, qui conjuguées à des références historiques, ethniques et culturelles entre autres, feront que l'autre, l'étranger, deviendra l'objet de discrimination, de rejet, même de répulsion. Par exemple, de telles tendances canalisées adroitement par un chef politique produiront dans certaines circonstances particulières des résultats tels qu'il en a existé à une époque en Allemagne, en Italie, aujourd'hui en Yougoslavie et demain au Canada. Le racisme ne peut qu'entraîner d'une manière purement émotionnelle une surenchère d'agressivité nourrie à même des affirmations historiques qui, même si celles-ci reposent sur certaines réalités précises et d'autres déformées par le temps, ne peuvent, dans un état de confusion, de pensée et d'actes irrationnels, que pousser deux peuples différents à un affrontement aussi inévitable que destructif à tout point de vue. Des affirmations telles que, pour ne nommer que celle-ci, je cite,
N'eût été des Canadiens français et de leur élite lors de la guerre d'indépendance des premiers Américains contre l'Angleterre, le Canada, d'est en ouest, ferait aujourd'hui entièrement partie des États-Unis. Ou encore, les Canadiens français de l'Est sont ceux qui ont fourni les paroles et la musique composant l'hymne national du Canada, qu'à beaucoup d'endroits à travers le pays aujourd'hui, plusieurs refusent même de voir chanter en français. Ou bien n'eût été de l'enragement des orangistes et des hommes d'affaires du sud de l'Ontario, qui étaient anti-français et anti-catholiques. Le Manitoba serait aujourd'hui la deuxième province française au Canada, et Lou Riel n'aurait pas été traité tel un vulgaire assassin, ou bien même l'histoire de l'ensemble des provinces anglaises du Canada démontre avec plus d'une preuve une répulsion face aux faits français en Amérique du Nord, etc., etc. De telles affirmations faisant partie maintenant du patrimoine idéologique et culturel des hommes politiques, celles-ci contribuant à faire dévier de sa source véritable, là et les raisons pour lesquelles la dualité du peuple canadien persiste toujours dans une impasse qui paraît ne plus avoir d'autre issue que celui d'un affrontement racial. En refusant d'une manière obstinée et en vue d'intérêts politiques immédiats, ceux-ci rattachés à leur électorat respectif et d'intérêts économiques souterrains, de regarder la réalité canadienne telle qu'elle a existé par le passé et existe encore aujourd'hui, les hommes politiques de ce pays en crise auront chacun à porter la dure responsabilité de l'accroissement de l'intolérance et du racisme qui risque de propulser ce pays dans une situation pire encore que celle que connaît la Yougoslavie actuellement. Les fondements du racisme colonial anglo-saxon canadien ne purent être établis immédiatement après la conquête en 1761. Les Canadiens français forment 99,7% de la population. Le poids du nombre interdit aux colonisateurs l'application d'une politique radicalement colonisatrice, d'autant plus que les administrateurs britanniques craignent aussi une intervention militaire française. Murray et Carleton prôneront donc une politique de conciliation, estimant que la province de Québec demeurerait toujours française et qu'il s'agissait de s'attacher ces nouveaux sujets. Fin de citation. À cette politique de conciliation, les marchands anglais opposeront une politique d'assimilation radicale. Une constante dans la politique coloniale anglaise à l'égard des Canadiens, les droits démocratiques ne seront reconnus qu'au fur et à mesure de l'augmentation de l'impuissance ou de la faiblesse numérique des Canadiens français. 1791, arrivée des loyalistes, assemblée sans responsabilité. 1848, majorité anglaise, assemblée avec responsabilité. Fin de la citation. Il est à remarquer ici que cette manière de pratiquer la politique du pouvoir a toujours existé au Canada depuis la conquête de 1759. Pour s'en faire une meilleure idée, il n'y a qu'à regarder toute l'histoire politique du Canada, ce qui permet de découvrir que chaque fois qu'un gain politique, entre autres, était acquis et considéré par les francophones comme étant une victoire, il s'agissait plutôt d'un piège où le pouvoir politique et économique des Canadiens anglais non seulement ne se trouvait nullement mis en danger, mais encore était accru d'une manière certaine. À ce sujet, la lutte des francophones hors Québec pour leur survie est parsemée de semblables situations où ceux-ci n'ont jamais complètement réalisé que ce qui était véritablement recherché par le pouvoir politico-économico-anglo-saxon n'était ni plus ni moins que leur disparition, que leur assimilation totale, mais en leur donnant l'impression qu'ils faisaient partie d'un Canada démocratique et bilingue, entre guillemets. D'où la confusion des esprits et du combat politique chez ceux-ci, qui fut toujours accompagné d'énormes pertes en valeur humaine, d'énergie et d'argent qui poussèrent plusieurs d'entre eux à la démission et à la considération que la lutte était perdue d'avance et qu'il fallait aussi bien se résigner aux faits accomplis. En outre, ce même phénomène s'est retrouvé tout au long de l'histoire du Québec. Celle-ci est d'ailleurs là pour en témoigner abondamment. Et aujourd'hui, il y a les conférences sur la Constitution, où l'ensemble des premiers ministres du Canada anglais tentent de prouver à tout prix et à tous que le Québec y obtient des gains réels. En réalité, au-delà des apparences qui, à travers l'histoire de ce pays, furent toujours trompeuses, une analyse des supposés gains acquis démontrerait facilement, sous l'angle politique et économique et social, que ceci cache la disparition certaine du fait français en Amérique du Nord, et cela dans un avenir très rapproché. Cette disparition semble d'ailleurs se présenter sous trois formes probables. Soit dans la combinaison de la dénatalité au Québec avec une absence réelle de contrôle, pour ce dernier, de son immigration, soit par la tenue obligatoire d'un référendum pan-canadien, ou par un vote contrôlé et majoritaire du Canada anglais, le Québec se retrouvait grandement isolé et obligé d'accepter l'inacceptable, ou être accusé par tous, y compris par les autochtones, de vouloir briser le Canada. Soit enfin, dans un cas comme dans l'autre,
en poussant ses forces nationalistes à revendiquer son autonomie totale, pour mieux employer cette déclaration par la suite comme prétexte de l'utilisation des forces militaires canadiennes et américaines, dans le but de régler le problème français une fois pour toutes. Quoi qu'il en soit, la lecture des faits historiques suivants démontrera à plus d'un que ce qui peut être considéré comme machiavélique par certains fut largement utilisé par le régime colonial et ses descendants jusqu'à nos jours dans ce pays. L'acte de Québec 1774 sera la victoire non pas du peuple canadien, mais de l'alliance entre l'administration coloniale et l'aristocratie cléricale canadienne, inspirée par les nécessités stratégiques de la politique britannique que reflète le programme de Carleton, assurer l'ordre dans la colonie conquise et en faire un point d'appui pour les forces britanniques, au cas où la Grande-Bretagne serait appelée à intervenir pour mater les colonies américaines séditieuses. L'acte de Québec était un plan fort habile pour opposer les Canadiens et les Américains. D'ailleurs, cet acte vanté de tous bords et de tous côtés par l'administration anglaise de l'époque, et par les seigneurs français et l'Église québécoise, sera critiqué ainsi en 1774-75 par les congrès américains. La liberté de religion et de conscience, on ne vous donne rien, c'est une mystification. La restauration des lois françaises est laissée à l'arbitraire du gouverneur en conseil. Cela ne rappelle-t-il pas d'ailleurs la supposée protection que devait apporter la Charte des droits et libertés du Canada aux francophones hors Québec, entre autres, mais dont la responsabilité fut laissée aux décisions arbitraires des premiers ministres provinciaux? Avec l'acte de Québec, tous les pouvoirs sont entre les mains du ministère. Rien ne peut donc protéger les Canadiens contre le despotisme, les impôts et l'arbitraire. Fin de la citation. Selon les nouveaux besoins et nécessités des hommes d'affaires anglo-saxons, ceci étant à la source des décisions et orientations politiques, le même état de choses existant encore de nos jours par le biais du gouvernement fédéral, il fallait une nouvelle orientation du politique. Ce fut donc l'acte constitutionnel de 1791. Le régime politique du Canada, aussi bien sous la domination française qu'anglaise, en avait toujours été à la confusion des pouvoirs. Cela n'a pas tellement changé de nos jours. Les marchands anglais contrôlent 90% de l'économie de la colonie et réclament depuis longtemps le pouvoir politique qui complétera leur pouvoir économique. Les Canadiens français se sont rendus compte avec la guerre d'indépendance américaine, l'élite, le clergé et les seigneurs, conscients de leur intérêt, se rangent du côté des Britanniques. Monseigneur Briand ordonne aux curés de ne pas administrer les sacrements à ceux qui professent des idées rebelles, qu'une assemblée représentative pourrait les servir et les sortir de leur état d'infériorité. Les Canadiens français ne participaient pas à la direction des grandes entreprises de ce secteur économique, le bois. Notre rôle sera de fournir de la main-d'œuvre à bon marché et de produire la richesse pour les autres. Pour satisfaire ces exigences contradictoires, on fera un compromis accordant une assemblée représentative et divisant la colonie en deux provinces, le Haut et le Bas-Canada, ce qui permettrait de concilier les exigences des loyalistes, les lois anglaises, la tenure anglaise, la justice britannique, le système parlementaire. Loyalistes chassés par la Révolution américaine renforcent la position politique de la bourgeoisie marchande, anglaise, s'installe sur les rives nord des lacs Ontario et Erie, et dans les cantons de l'Est, et les intérêts de l'aristocratie cléricale. L'acte constitutionnel n'accordait que le minimum aux marchands et cherchait à résoudre le problème posé par l'immigration des loyalistes. Dès sa mise en application, cette nouvelle constitution donnera lieu à des heurts entre Canadiens français et Anglais. Le conflit éclate dès l'ouverture de la première session de la Chambre sur la question de l'élection du président de l'Assemblée et sur la langue des débats. Après débat, un Canadien français, Jean-Antoine Panet, est élu président et le bilinguisme est instauré. Comme on peut le remarquer ici, entre autres, l'origine du bilinguisme fut le fait des Canadiens de langue française, comme cela est encore le cas aujourd'hui pour tous les francophones vivant en dehors du Québec. Étape d'ailleurs qui presque toujours mène directement à l'unilinguisme français. Le bilinguisme fut aussi le lot des Québécois jusque vers les années 1960, où ceux-ci commencèrent à prendre conscience de leur état de fait d'infériorité. Les textes qui vont suivre sont d'autant importants qu'ils permettent de mettre en lumière les origines de la dualité canadienne actuelle, les bases idéologiques du mouvement nationaliste au Québec, les origines idéologiques du racisme canadien-anglais et de leur politique d'assimilation des francophones au Canada, les bases de la Fédération canadienne et de sa dualité idéologue. De plus, les textes mettront en lumière les origines de la guerre civile de 1837-38, qu'on a appelée rébellion, ainsi que ses conséquences tragiques,
le rapport Durham et l'acte d'union de 1840, ceci étant à la base même de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, la Constitution de 1867. Les origines idéologiques et politiques de la guerre civile de 1837-38 peuvent s'exprimer ainsi. Dans l'esprit de Papineau, le droit à l'autodétermination est indissociable des principes démocratiques. Chaque geste posé à l'époque par les Canadiens français en vue d'une plus grande autonomie politique à l'intérieur du régime colonial anglais était voué aux foudres de l'establishment anglo-saxon, comme ce fut le cas lors de la loi 101 au Québec en 1977. Lors de la création du journal Le Canadien en 1806, l'élite anglaise fut soulevée d'indignation, et par ses moyens de communication d'époque, comme ce fut le cas par la radio, la télévision et la presse en 1977, elle se rallia entière contre le fait français. Cette province est déjà beaucoup trop française pour une colonie anglaise. La défranciser autant que possible, si je peux me servir de cette expression, doit être notre premier but. Prendre des mesures pour que l'administration des affaires publiques se fasse en anglais par des Anglais ou par des hommes ayant des principes anglais. Ce serait le premier pas et le plus efficace vers l'anglicisation de la province. Fin de la citation. Ces commentaires témoignent de la fin de l'idéologie de conciliation et du réalignement des forces sociales chez les conquérants. En outre, l'Assemblée du Bas-Canada, les francophones de 1837-38, s'opposait à l'immigration qui était entièrement anglaise à l'époque, britannique et loyaliste américaine, car celle-ci était une menace directe pour l'assimilation. Ainsi, au cours de la période 1830-37, 185 Britanniques viennent s'établir au Canada. Cette immigration était encouragée par les marchands anglais de Montréal, qui espéraient ainsi peupler les cantons de l'Est et le Haut-Canada. Cette bourgeoisie veut en finir avec la résistance de l'Assemblée, préconise l'union des deux Canadas. L'union permettrait de noyer les Canadiens français et les angliciser plus rapidement. Si l'union n'est pas adoptée, les Canadiens français formeront un État séparé, une nation française. Les passages entre parenthèses et se souligner le furent par l'auteur. Enfin, les marchands anglophones dans Montréal désiraient absolument établir de nouvelles voies de communication avec le Haut-Canada et tenter de créer une unité commerciale pan-canadienne. À cela s'ajoutait la faillite économique de l'administration coloniale qui comptait, avec le projet d'union, faire payer ses dettes par l'Assemblée canadienne française qui, elle, avait accumulé un fort surplus financier dans le Bas-Canada, de même que cette union lui permettrait d'aller de l'avant avec tous ses projets économiques sans avoir à se soucier des objections manifestées par les Canadiens français à travers leur assemblée. Un dernier fait à noter ici se retrouve dans la volonté des marchands anglais à vouloir faire de l'anglais la seule langue officielle de l'Union. Tout ceci était parachevé dans le fait d'assurer la majorité aux Canadiens anglais en manipulant la représentation française dans le nouveau Conseil législatif. De 1822 à 1836, le Conseil législatif du Bas-Canada rejeta 234 projets de loi adoptés par l'Assemblée française, tandis qu'en une dizaine d'années, environ 300 projets de loi connurent le même sort dans le Haut-Canada. Impuissant à dénouer la crise, le gouvernement de Londres décrète un coup de force en ordonnant au gouverneur de couvrir son déficit avec les recettes non utilisées de l'Assemblée, sans recours à l'Assemblée. Celle-ci refuse de se soumettre, le gouverneur la dissout, provoquant ainsi la rébellion. Fin de la citation. Les événements précédant la crise de 1837-38 sont semblables à plus d'un égard à ceux actuellement en cours aujourd'hui dans les négociations constitutionnelles. Aujourd'hui, le Québec veut le contrôle de son immigration afin d'assurer sa survie française en Amérique du Nord et de rééquilibrer les rapports de force avec le Canada anglais. Ensuite, il veut la reconnaissance de son caractère distinct qui lui a été nié lors de l'acte l'Union en 1840. De plus, il désire les pleins contrôles des différents leviers de l'économie, par exemple celui de la main-d'œuvre, encore sous juridiction fédérale à forte tendance anglo-canadienne. Enfin, il ne veut pas, comme ce fut le cas dans les années 1830, être tributaire de la dette fédérale dont le Canada anglais est en grande partie responsable et dont plusieurs milieux anglophones tentent de se servir pour incriminer la politique du bilinguisme auprès de leurs électeurs. Et détail non négligeable, il ne tient pas à voir se répéter le coup de force du gouverneur survenu dans cette période de 1830-32 qui, aujourd'hui, en 1992, se trouve caché sous la menace d'un référendum pan-canadien où la majorité anglaise du pays forcerait le Québec à un complet isolement face à un vote majoritaire du Canada anglais combiné avec le vote autochtone.
La suite est facilement prévisible, prise de pouvoir aux prochaines élections provinciales par le parti indépendantiste, revendication de l'autodétermination, Papineau, révolte du Canada anglais et utilisation des forces militaires américano-canadiennes entraînées en ce moment à Fort Drum dans l'État de New York. Quoi qu'il en soit et quel que soit le scénario qui sera employé, il n'en demeure pas moins que le Québec est aujourd'hui coincé dans un processus des plus complexes où, dans un cas comme dans l'autre, référendum fédéral ou non, celui-ci est coincé dans un étau où il fut volontairement poussé à son corps défendant. D'ailleurs, n'est-ce pas là ce qu'ont eu à affronter les patriotes après les élections de 1834, après qu'ils en soient venus à cette conclusion, je cite, la dégradation de la situation économique et le blocage institutionnel, constitutionnel aujourd'hui, inhérent à la structure sociale coloniale du Bas-Canada, ont poussé les patriotes à envisager la possibilité de l'indépendance et de la révolution pour réaliser leurs programmes politiques et économiques. En réaction aux revendications exprimées dans les 92 révolutions, l'armée anglaise ouvrit le feu sur une paisible assemblée au Champ de Mars, Montréal. Les marchands anglais, aujourd'hui les provinces anglaises, au nom de leur loyauté impériale, aujourd'hui fédérale, organisèrent leur propre groupe armé afin de s'opposer par la force, aujourd'hui force militaire américano-canadienne, au mouvement démocratique, aujourd'hui l'autodétermination politique du Québec. Au-delà des événements historiques de 1837-38, il y a le rapport Durham, fondement du racisme colonial anglo-saxon, qui fut institutionnalisé par la suite dans le politique, économique et le social de la population canadienne anglaise. Même forme de pensée qu'il est à la base de la politique des provinces canadiennes anglaises et par conséquent du gouvernement fédéral. D'ailleurs, le projet d'acte d'union mis en œuvre par les marchands de Montréal ne stipulait-il pas que prendre des mesures pour que l'administration publique se fasse en anglais par des Anglais ou par des hommes ayant des principes anglais? Aujourd'hui, ne dirait-on pas que l'économie canadienne anglaise s'assure que l'administration provinciale et fédérale du Canada soit confiée à des Canadiens anglais capables d'offrir l'illusion d'une ouverture face aux faits français, pan-canadien et face au Québec, de même que les hommes politiques d'origine française doivent avoir une vision fédérale suffisante pour protéger les intérêts anglo-saxons tout en donnant l'impression de favoriser la protection des intérêts francophones situés au Québec, mais sans heurter pour autant l'opinion canadienne-anglaise. Lord Durham et son rapport dessinent dans ses grandes lignes la prochaine constitution du Canada. Il fournit une interprétation idéologique des événements canadiens qui aura une assez grande influence par la suite, marchant de Montréal à Londres, préconisait depuis longtemps la Fédération des colonies britanniques de l'Amérique du Nord. Comme tout colonisateur imbue de sa supériorité, il pense que nous ne pourrons sortir de notre infériorité qu'en devenant anglais. Selon Durham, les troubles du Canada résultent d'une lutte de races. Durham estime que le conflit oppose deux races, l'une progressiste et dynamique, l'autre réactionnaire, retardataire, statique et qui est responsable des troubles. Fin de la citation. En privilégiant la perception du racisme et du colonialisme pour son analyse des événements de 1830-38, Durham ne comprit pas qu'avant toute chose, ce conflit signifiait plutôt une lutte économique et politique entre les marchands anglais de la colonie minoritaire et les Canadiens français, numériquement majoritaires, ce qui faussa toutes les bases de compréhension du premier problème de la dualité canadienne pour plus d'un siècle. Ce genre d'analyse, qui par conséquent favorisait les marchands anglais de la colonie, passait sous silence les injustices faites par l'administration coloniale anglaise contre les Canadiens français, et établira les bases fondamentales sur lesquelles toute la politique du Canada anglais évoluera jusqu'à nos jours, des bases coloniales de domination et d'assimilation radicale, mais camouflées sur le mythe d'une autonomie sans pouvoir réel, d'une égalité juridique, mais dans les deux langues et doublée d'une immigration anglophone massive en vue de réduire la supériorité numérique des Canadiens de langue française, d'une apparente démocratie politique, mais en s'étant tout d'abord assuré de la suprématie permanente des anglophones au gouvernement. Et enfin, ce qui est pire, cette même analyse définit et perpétue dans les consciences une sorte de supériorité de la race anglaise qui s'inscrira dans tous les mécanismes du monde des affaires anglo-saxons, dans les structures du système scolaire anglo-canadien, dans l'appareil gouvernemental à tous les échelons et par voie de conséquence dans l'inconscient collectif canadien-anglais en général. Ainsi, l'on retrouve dans cette base d'analyse que fut le rapport Durham tous les éléments de confusion sur lesquels toute la politique canadienne aura ses assises jusqu'à nos jours. En d'autres mots, ce rapport scelle
enferme dans un carcan l'orientation future de la politique du Canada et ouvre grandes les portes des jeux politiques d'alliances diverses, de soumission et de collaboration, de compromis et de conciliation. La démocratie à double sens est née et se perpétuera jusqu'au débat constitutionnel jusqu'à nos jours. Alors, petite parenthèse, cette notion de démocratie, entre guillemets, à double sens, euh, c'est totalement ce qu'on a vécu ces 2 dernières années avec la population vaccinée, la population non vaccinée, en divisant les Français comme ça de manière artificielle pour mieux les contrôler. L'analyse faite par un journaliste du Canadien à l'époque n'a pas seulement l'avantage de nous fournir la composition interne de la supercherie que fut le rapport Durham, mais encore elle fait éclater sans le savoir tous les mécanismes par lesquels l'establishment du gouvernement anglo-canadien soumettra les autochtones et tous les peuples qui ne lui ressemblent pas. Le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour arrêter l'industrie parmi nous et il nous dit: vous n'êtes pas industrieux. Il s'empare des biens destinés à l'éducation, il la décourage et dit: vous êtes ignorants. Il nous refuse les places d'honneur et de profit et il nous dit: vous êtes sans richesse, sans considération. Alors, petite parenthèse, ça, ce que Serge Monat l'a décrit en disant que le gouvernement pointe du doigt certains alors qu'on leur a retiré à ces personnes le pouvoir de faire ceci ou cela, euh, ce qui conclut en fait à une espèce d'impuissance. C'est exactement la chose, moi, qui m'insupporte le plus, surtout dans la culpabilisation du citoyen moyen par le biais de l'écologie actuellement. C'est-à-dire, vous, être humain, vous polluez. Vous payez 2 euros le litre parce qu'on sent bien que c'est l'agenda pour aller vers moins de voitures, pour prendre ses vélos, etc. Donc, c'est-à-dire que les industries ont grandement contribué à ce problème en allant trop loin, hein, à polluer. Et maintenant, on nous dit à nous, enfin, on nous suggère de prendre notre vélo, de moins consommer, de moins polluer. Alors que... Et c'est ces mêmes gens qui ont laissé faire les industries. Donc c'est un petit peu le même modus operandi que décrit Serge Monat, c'est-à-dire on dit que vous êtes fautif, mais on ne vous donne ni la possibilité de vous expliquer, et en plus ça permet de couvrir ceux qui sont réellement fautifs. Bref, vous m'avez compris. Donc la presse sous ses ordres, à tous et tous ceux à qui profite un tel état des choses, répète en chœur: vous êtes sans industrie, vous êtes sans connaissance, vous êtes pauvres, vous êtes sans importance. À force d'injustice, on n'a que trop malheureusement obtenu ce résultat. Et on se sert à présent de ce résultat même comme prétexte pour nous humilier. On nous a fait un crime de notre manque d'industrie, de notre défaut de connaissance, comme si ce crime et la honte n'étaient pas sur la tête et le front de ceux-là seuls qui en ont posé la cause. Petite parenthèse, c'est la même chose chez nous en France avec les banlieues. On a construit toutes ces cités nouvelles à l'époque sans aucune considération pour le vrai urbanisme ni pour les êtres humains. On a construit des cages à lapins de 50 ou 100 étages sans suffisamment d'infrastructures ni de commerce pour pouvoir vivre sans aller sur Paris. On a stocké ici les Maghrébins de première et de deuxième génération qui travaillaient souvent pour le BTP, pour lesquels on a proposé le regroupement familial. On les a stockés là pendant des années et après on s'étonne qu'il y ait des problèmes en banlieue et que, bah oui, mais en fait là aussi, on leur dit: vous manquez d'éducation, vous manquez de ceci, de cela. Mais en fait, tout a été créé pour que ça se produise. Vous voyez? Nulle part ailleurs mieux qu'ici ne se trouve mieux représenté ce sentiment de supériorité qui aura recours au Canada jusqu'à maintenant. Je n'entretiens aucun doute au sujet du caractère national qui doit être donné au Bas-Canada. Ce doit être celui de l'Empire britannique, celui de la grande race qui doit, dans un laps de temps de courte durée, être prédominante sur tout le continent nord-américain. On peut dire que si les Français ne sont pas une race aussi civilisée, aussi énergique, aussi avide de gains financiers que celle qui les environne,
Ils sont un peuple aimable, vertueux et satisfait. Ils ne doivent être méprisés ou maltraités parce qu'ils cherchent à jouir de ce qu'ils ont, sans imiter l'esprit d'accumulation qui influence leurs voisins. En fin de compte, non seulement l'anglais paraît-il détenir la vérité et la pratique de la démocratie, entre guillemets, mais encore, les vrais partisans des réformes démocratiques seraient ceux qui, depuis 20 ans, empêchaient tout changement politique afin de préserver leurs privilèges de minorité colonisatrice. Tandis que le libéralisme des patriotes serait par contre faux parce qu'il mettrait en question la domination coloniale, qui en profitait. Ainsi donc, la guerre civile de 1837-38 serait le résultat d'une lutte entre deux races, l'une supérieure et minoritaire, l'autre inférieure et majoritaire. Petite parenthèse, exactement pareil qu'en Afrique du Sud, quand c'était l'apartheid. Et dans cette construction tortueuse d'un esprit enclin au sentiment du devoir rattaché à toute race supérieure, les Canadiens français doivent abandonner leurs prétentions à l'hégémonie politique et nationale et se soumettre à la logique irréversible du monde des affaires en fournissant impôts et travail aux colonisateurs anglais. Par conséquent, pour Durham, il y aurait au Canada une lutte de race opposant les Français ignorants, sans culture, jaloux, sans esprit d'initiative, conservateurs, et les Anglais qui, eux, seraient porteurs du progrès, de la civilisation, et pour cette raison, devraient posséder les leviers de commande par le contrôle du gouvernement responsable afin de développer le commerce et les industries dans l'intérêt de la métropole, l'Angleterre. L'Union législative devrait non seulement mettre les Canadiens français en minorité, mais elle devrait aussi favoriser l'intégration des Canadiens français à la collectivité canadienne. La Grande-Bretagne doit s'arranger pour que cette majorité soit anglaise au besoin, en modifiant la carte démographique et politique par l'envoi d'immigrants. De toutes les analyses et recommandations du rapport Durham, le gouvernement de Londres ne retint que ces recommandations qui concrétisaient la mise en minorité des Canadiens français, tant sur le plan politique que démographique, le tout placé sous une nouvelle orientation d'une politique de colonisation. Quant aux politiciens du Haut-Canada et aux financiers anglophones de Montréal, ceux-ci pouvaient enfin compter sur l'assimilation prochaine des Canadiens français et sur leur contrôle probable de l'appareil politique, ce qui leur permettait de faire porter la faillite économique du Haut-Canada par les Canadiens français du Bas-Canada. En outre, cette philosophie de colonialisme à saveur profondément raciste devait marquer la formation culturelle, économique, politique, sociale et éducative de toute la population canadienne anglaise jusqu'à nos jours. L'acte d'union de 1840, je cite. Les Canadiens français ne furent pas consultés sur le projet d'union législative. Ce fut un conseil spécial, nommé par Colborne et composé surtout d'administrateurs et de marchands anglais, qui approuva l'union. Dans le Haut-Canada, le Family Compact et les marchands de Toronto exigèrent, avant de donner leur accord, une représentation inférieure pour le Bas-Canada, la proclamation de l'anglais comme seule langue officielle et la localisation de la capitale dans le Haut-Canada. Le Parlement impérial, Londres, vota l'Union Act le 23 juillet 1840 et l'Union fut proclamée le 10 février 1841. D'ailleurs, ce colonialisme à saveur raciste, en tant que mode de pensée et d'action, imprégnera non seulement tout l'establishment canadien anglais, mais encore il sera directement responsable de la destruction systématique des autochtones et de leur culture au Canada jusqu'à maintenant. Il n'y a qu'à analyser les mécanismes de mépris, de dévalorisation, de dépréciation, d'acculturation dont furent victimes les différentes nations autochtones pour comprendre toute la portée de cet acte d'union de 1840, dont la source philosophique, l'essence, était le rapport Durham britannique. En outre, les nations autochtones, dans les saisies supposément légales par l'English Government de leur matériel religieux et culturel, furent à la base de la création du National Museum of Canada. Les Acadiens et les Canadiens français en firent aussi les frais à leurs dépens. Et ce colonialisme raciste, camouflé sous un libéralisme démocratique, à sens unique, fut à la base de la confusion qui imprégna l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, confusion qui fut dissimulée sous l'expression élégante de dualité canadienne, dualité culturelle, de dualité linguistique, qui ne servit pourtant qu'à fabriquer une image de marque internationale au Canada actuel. De même que sa nature d'existence, sa raison d'être, en était une, avant tout, économique.
Toute l'histoire du Canada serait faussée dans sa compréhension intérieure si celle-ci n'était analysée en premier lieu sur l'angle d'une économie coloniale au début, puis par la suite sur la perspective d'un néocolonialisme genre messianique où les valeurs britanniques et English représentent la base, la pierre angulaire culturelle d'un système à apparence libérale démocratique. Rien de surprenant que notre système politique actuel en soit à une totale confusion au Canada. Et les assises des négociations constitutionnelles d'aujourd'hui ne sont ni plus ni moins qu'une série interminable de transactions économiques où doit encore primer une fois de plus les valeurs culturelles et sociales anglaises. En ce sens, la Fédération canadienne de 1867 est avant tout une série de compromis qui avantagent surtout les habitants du Haut-Canada et la classe d'affaires montréalaise, car elle ouvre au premier les territoires de l'Ouest et les rassure sur la mise en minorité définitive des Canadiens français, puis tout en permettant au second de se renflouer financièrement. La Confédération apparaissait d'abord comme une solution aux difficultés économiques des colonies britanniques. L'Union des colonies britanniques d'Amérique du Nord permettait d'uniformiser les réglementations commerciales et de créer un marché pancolonial. Selon S. Ryerson, le facteur déterminant de la formation de la Fédération canadienne est l'essor d'une industrie économique canadienne-anglaise fondée sur le développement de chemins de fer qui nécessitait la création d'un État unifié et autonome pour favoriser l'expansion des marchés internes. Les financiers escomptaient pour se renflouer faire supporter le coût de leurs opérations par les autres colonies de l'Amérique du Nord, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Sur le plan financier, si la Constitution de 1840 avantageait le Haut-Canada en faisant payer sa dette publique par le Bas-Canada, il en va autrement après 1850 où le Haut-Canada fournit la plus forte partie des revenus publics qui devaient être répartis également entre les deux régions. La menace américaine a de plus poussé les colonies à s'unir. On craignait que les États nordistes victorieux s'en prennent militairement au Canada en représailles contre l'aide que l'Angleterre avait fournie aux États du Sud. Pour améliorer la défense militaire du Canada, la Confédération était un moyen pour faire supporter le coût de la défense du territoire à tous les habitants des colonies britanniques. En outre, l'article 93 ne garantit que les droits de la minorité protestante du Québec. Il n'est pas extensible aux minorités catholiques des autres provinces. Cette clause ne confère donc aucun droit aux minorités françaises en dehors du Québec. Aucun mécanisme n'est prévu pour modifier la Constitution, car le Canada est toujours soumis à la suprématie de l'Angleterre. L'AANB est une loi du Parlement britannique, il ne résulte pas de la volonté des peuples du Canada, mais de la volonté d'appropriation d'un appareil d'État par l'aristocratie anglo-saxonne canadienne. Terre-Neuve et l'île du Prince-Édouard se dissocient du projet. Au Nouveau-Brunswick, la Confédération sera finalement imposée par l'intervention du gouverneur général. Au Québec, on reconnaissait à la classe politique et économique canadienne-française la légitimité et la capacité de diriger un gouvernement provincial sous la surveillance paternelle du gouvernement fédéral. Il faut toutefois noter que les hommes d'affaires anglo-saxons de Montréal exercent une forte influence sur la gestion du nouvel appareil d'État provincial, car ils formaient entre 40 et 50% des cabinets provinciaux d'avant 1897. Le trésorier de la province est le représentant de la Bank of Montreal, créancière attitrée du gouvernement. Ce paternalisme fédéral n'est-il pas toujours de rigueur en août-septembre 1992 ? Panorama historique de la colonisation anglo-saxonne au Canada. Pour tous ceux se demandant bien ce que peut signifier le mot coloniser et celui de colonisation, je dirais en peu de mots qu'un colonisé est celui qui, malgré sa profonde particularité, son caractère distinct intérieur, ses origines et sa langue, sa culture, sa religion ou ses rites religieux, ce qui le différencie des autres peuples sur la terre aura été à ce point nié et renié dans toute la composition de son être que celui-ci en viendra malgré lui et sans plus en être forcé à véhiculer dans son quotidien une langue, une culture, une manière de penser et d'agir correspondant à celle qui lui fut imposée pendant un temps par son oppresseur, au point qu'il lui semblera plus naturel de ressembler à celui qui l'a méprisé et abaissé, plutôt qu'à chercher à retrouver les racines de ses propres origines. Ceci est à ce point vrai qu'à une certaine époque, l'Angleterre, qui possédait partout des colonies, plaçait rarement à leur tête un Anglais, mais plutôt une personne originaire du pays à gouverner. Sur le plan de la stratégie politique,
Il était beaucoup plus difficile pour des personnes rebelles au pouvoir anglais de se révolter directement contre l'Angleterre quand la première personne à qui ils devaient tout d'abord faire face pour leurs revendications n'était pas un Anglais, mais bien plutôt une personne de leur propre race. La politique canadienne fonctionne exactement sur ce modèle, mais non plus par rapport à l'Angleterre, mais par rapport à l'établissement anglo-saxon canadien, surtout depuis l'émergence des aspirations politiques du Québec dans les années 60. Ce à quoi un Willis Armstrong, alors bras droit de l'ambassadeur américain à Ottawa, devait se référer lorsqu'il disait que, dans une certaine mesure, le Québec vivait une situation coloniale. Cela se passait dans les années 50. D'ailleurs, dans les années 60, un membre de la CIA stationné à Ottawa avouera: de mon point de vue américain, je trouve que les Canadiens français en avaient enduré assez depuis pas mal de temps. À ce sujet, le tableau suivant offrira une perspective qui se passe de tout commentaire et dont les sources de référence furent tirées du rapport Deux poids, deux mesures produit en 1978 par la Fédération des francophones hors Québec au Canada. Voici d'ailleurs ce que Francine Lalonde, sociologue de la Fédération, disait au sujet des difficultés rencontrées lors de la collecte des données devant servir à la composition du rapport. 1978, ceci est 138 ans après l'acte d'union de 1840 et 111 ans après l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Je cite: même s'il s'agissait de recueillir des informations chiffrées sur des services offerts, donc des photographies de la réalité et non des interprétations idéologiques des faits, nous avons dû à l'occasion lutter pour obtenir des réponses et nous nous sommes butés parfois à des refus catégoriques. Mutisme de plusieurs agents dont c'est pourtant la tâche de transmettre l'information. Dans certains cas, il s'agissait de refus catégoriques de répondre à nos questions. On jugeait nos questions inutiles, absurdes, indiscrètes, déplacées. Pourquoi, nous disait-on, importe-t-il de connaître la langue dans laquelle un service est offert? Nos questions suscitaient des malaises, des réticences de toutes sortes et même des craintes. En dehors de Québec, une tendance à surestimer les services offerts à les communautés minoritaires. Mais le plus frappant reste la rareté extrême des données. Au Québec, par contre, nous avons constaté que les sources de renseignements sont plus souvent disponibles selon la langue. Dans certaines provinces, on se targuait même d'être bilingue quand un ministère comptait un seul fonctionnaire bilingue. Page 60 du rapport. Et voici ce qu'elle ajoutait au sujet du rapport dans son ensemble, page 59. Aucune affirmation gratuite dans ce dossier. Tous les contrastes, souvent violents, découlent de la réalité. On a voulu nous faire dire que nous voyons tout en noir. Pire encore, on a voulu ramener au même niveau les conditions d'existence des deux communautés linguistiques minoritaires, minorité française située au Canada anglais et minorité anglaise située au Québec français. Si au lieu d'un dossier comparatif sur la situation actuelle, 1978, il ne s'agissait que d'un exposé historique, on pourrait déplorer cette époque ténébreuse de l'histoire du Canada et se consoler en pensant que cette honteuse période est révolue. Mais ce n'est pas le cas. Les anglophones du Québec ont toujours été traités, et le sont encore, non seulement avec égalité, mais aussi avec décence, voire avec respect. Quant aux francophones vivant à l'intérieur du Québec, ils se sont trouvés dans une situation diamétralement opposée. Leurs droits ont été retirés, leurs légitimes aspirations ont été ignorées et leur langue a été bafouée. Si j'ai utilisé ce rapport produit en 1978, dont la collecte des données débuta à l'été 1977, c'est que ce fut le seul document du genre qu'il m'a été possible d'obtenir lors de la rédaction du présent volume. Un autre rapport semblable n'aurait sûrement pas changé grand-chose, surtout si on se réfère au document datant de novembre 1987 et portant sur le scandale national de l'éducation des francophones hors Québec. Document révélant que non seulement la situation des francophones au Canada ne s'est pas améliorée, mais celle-ci continue de se détériorer à un rythme effarant. Comment cela est-il possible, se demanderont alors certains, surtout avec la Charte des droits et libertés du Canada signée en 82 et dans un pays reconnaissant le bilinguisme officiel et dont la politique extérieure, l'image de marque, porte l'emblème du respect des droits de l'homme? Tout simplement parce que la réelle politique du Canada anglo-saxon envers les francophones n'a jamais été changée en profondeur, à l'intérieur même des structures politiques du pays, depuis l'acte d'union de 1840 et l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Si cela avait été fait, inscrit dans les lois canadiennes, d'une manière précise et non vague, comme c'est le cas habituellement à ce sujet, alors la situation actuelle d'injustice n'existerait pas et ne continuerait pas de se dégrader d'année en année à ce sujet,
Toute promesse politique non accompagnée des lois inscrites et mises en vigueur demeure éphémère sans fondement réel. Voici donc l'essentiel de ce rapport de 1978, retiré de la poussière où il était, ayant par cela connu le même sort que des centaines d'autres qui n'ont jamais réussi à réellement changer, de manière tangible, la dure politique rationnelle pratiquée depuis 1840 par les héritiers de Lord Durham au Canada. Situation démographique. Le groupe britannique du Québec jouit d'une vitalité linguistique sûre. Le groupe ethnique français hors Québec connaît une perte vertigineuse de ses effectifs. Sur 1 500 000 personnes d'origine ethnique française, seulement 925 000 ont déclaré le français comme langue maternelle, langue apprise et encore comprise. De ces 925 000 personnes de langue maternelle française, 675 000 ont déclaré parler souvent français à la maison. Nous sommes en mesure de déterminer le taux d'assimilation. 27% de tous les francophones hors Québec sont assimilés, soit près de 250 000 personnes. L'attraction vers l'anglais est de 60 fois plus grande que vers le français. Statistique Canada, recensement 1971. Alors, petite parenthèse, ça c'était à l'époque, il me semble que ça s'est un peu inversé depuis. Un francophone hors Québec apprend presque naturellement l'anglais à cause du milieu ambiant. Le bilinguisme est une étape vers l'assimilation. La très grande majorité des francophones hors Québec, contrairement aux anglo-québécois et bilingues, l'anglais s'apprend par la force des choses. Une infime proportion des francophones hors Québec, hommes ou femmes, utilisent leur langue maternelle au foyer. Tous les chiffres tendent à démontrer deux faits, les tendances nettes de recul des effectifs francophones hors Québec et la vitalité linguistique sûre de la minorité anglaise du Québec. Alors, petite parenthèse, ils ont toujours eu tort de faire ça par stratégie, hein, c'est-à-dire d'établir d'abord un bilinguisme pour essayer de convertir les autres. Ça n'a jamais fonctionné, regardez en Belgique. C'est ce qu'ils ont toujours essayé de faire, ils écrivaient même les bandes dessinées et les livres avec les deux langues, donc néerlandais, enfin le flamand et le français. Et la région wallonne est restée francophone et la région flamande est restée néerlandophone. Donc ça n'a jamais servi à rien. Le statut socio-économique. Échantillon des francophones de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. 75% de toute la population francophone hors Québec réside dans ces deux provinces. Les travailleurs d'origine britannique étaient au premier rang du revenu salarial moyen en 1960. Le revenu d'un Canadien d'origine britannique était plus élevé s'il était unilingue plutôt que bilingue. Le revenu moyen de travail des francophones est inférieur à celui des anglophones. Les écarts des revenus des francophones par rapport aux revenus des anglophones sont de 21,8% au Nouveau-Brunswick, 7,5% en Ontario et 39% au Québec. Les francophones sont plus nombreux que les anglophones, dans une grande proportion, à n'avoir que 8 ans ou moins de scolarité. Les francophones de 25 ans et plus ont un revenu moindre que les anglophones. Il est indéniable que la situation socio-économique des francophones hors Québec est inférieure à celle de la minorité anglophone du Québec. Pour un anglo-québécois, l'unilinguisme n'a aucune conséquence néfaste sur son revenu de travail. Par contre, le francophone ne peut espérer, même en devenant bilingue, avoir un revenu égal à celui de l'anglophone unilingue, et même bilingue. Mais il doit forcément devenir bilingue afin d'éviter que l'écart de revenus ne devienne astronomique. Fin de la citation. Alors, petite parenthèse, heureusement, hein, quand même, qu'il y a les rebelles francophones en Ontario, parce que c'est probablement eux qui ont réveillé le Canada, hein, avec les camionneurs, avec leur cortège. Sinon, je pense que les Canadiens seraient complètement couchés face au gouvernement. Enfin, je veux dire, c'est quand même probablement des francophones, mais pas que, les rebelles francophones qui ont quand même montré l'exemple pour Ottawa. Donc heureusement qu'ils sont là quand même, quoi, pour sauvegarder les libertés, parce que sinon... L'éducation. Contrairement aux anglo-québécois, l'histoire des francophones hors Québec dans le secteur de l'éducation repose sur des luttes constantes, toujours acharnées et épuisantes, rarement victorieuses et trop souvent infructueuses. Au Québec, la proclamation de la loi 101 le 26 août 1977 a ébranlé le pays entier. L'opinion publique, les médias, les politiciens du Canada anglais ont crié au scandale. Pourtant, jamais auparavant les scandales ou conflits scolaires subis par les communautés francophones n'avaient suscité autant d'impact. Trois provinces, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et le Manitoba, reconnaissent un certain statut,
au français comme langue d'enseignement. Mais les multiples conditions qui accompagnent ce statut sont dépendantes d'une volonté administrative arbitraire qui vient restreindre la portée de la loi. En somme, les lois provinciales reconnaissant le français comme langue d'enseignement ne garantissent aucunement l'accessibilité de toute la communauté à un enseignement en français. Page 33 du rapport. Colombie-Britannique. Aucun enseignement public en français, langue maternelle. Le français est enseigné facultativement comme langue seconde, et ce, à partir de la 8e année. Alberta. À l'intérieur d'une école soi-disant française, on peut instaurer des langues anglaises, des classes anglaises. En d'autres termes, une école française peut devenir bilingue. Si l'anglais prédomine dans une institution scolaire, comme cela est le cas dans toutes les écoles bilingues, inutile de songer à une transmission efficace de la langue et de la culture française. Saskatchewan. Les écoles désignées, écoles où l'on tolère l'enseignement du français, n'ont aucune garantie de survie et existent selon le bon vouloir du cabinet. Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard. Il existe quelques écoles où on enseigne le français. Mais l'existence même de ces écoles relève entièrement du pouvoir discrétionnaire des ministères de l'Éducation. Il n'existe aucune loi provinciale à ce sujet. Terre-Neuve. Les quelques écoles qui dispensent un enseignement en français sont des projets pilotes. Elles peuvent aussi bien disparaître sans que les communautés n'aient le moindre recours. Québec. L'enseignement en anglais n'a jamais perdu son statut officiel. En vertu de l'article 73 de la loi 101, les anglophones conservent leur droit à l'éducation dans leur langue maternelle. La notion d'école bilingue est inconnue au Québec. La communauté anglophone au Québec jouit de presque autant d'écoles dans sa langue maternelle que toutes les communautés francophones disséminées dans tout le Canada. Il y aurait 437 écoles anglaises élémentaires et secondaires, et seulement 500 écoles françaises pour les 9 provinces réunies. Les 500 écoles françaises, hors Québec, représentent 4,4% du total des écoles en dehors du Québec. Ces écoles françaises ne le sont qu'en principe. Dans la pratique, il faut déplorer l'absence de politique d'homogénéité linguistique dans les écoles. Les 2 écoles privées francophones en Ontario comptent pour 3% du total des écoles privées en dehors du Québec, alors que les 34 écoles privées anglophones constituent 16% des écoles privées du Québec. Les anglophones du Québec peuvent avoir accès à 6 collèges et 3 universités. Les francophones hors Québec ont à leur actif une seule université homogène de langue française, l'université de Moncton, NB. 3 collèges bilingues en dehors du Québec, universités bilingues, sont le privilège des francophones hors Québec qui en comptent 3 anglophones du Québec, contrôlent leur propre réseau d'établissements scolaires au niveau élémentaire, secondaire et même universitaire. Les médias d'information. Les médias peuvent jouer un rôle crucial dans le développement social des communautés minoritaires en les renseignant et en les impliquant dans ce qui se passe chez elles. Au Québec, 3 quotidiens anglais. La proportion des journaux anglais par rapport à l'ensemble des quotidiens au Québec est même supérieure à la proportion d'anglophones au Québec. 23,1% contre 13,1%. Le tirage total des 3 quotidiens anglophones du Québec totalise près de 350 000 copies. Celui des 2 quotidiens francophones hors Québec ne totalise même pas 30 000 copies. Le nombre d'hebdomadaires de langue anglaise Québec réussit à dépasser le total d'hebdomadaires français dans les 9 autres provinces. 768 000 copies de 38 hebdomadaires bilingues sont tirées au Québec. Le tirage des 5 hebdomadaires bilingues hors du Québec est de seulement 47 700 copies, dont 35 700 en Ontario. 96% des Canadiens possèdent un téléviseur et 98% un poste de radio. Dans 4 provinces, les francophones n'ont pas encore de poste de radio MA produisant une programmation locale, alors que les anglophones du Québec ont 7 postes. Dans 6 provinces sur 9, les francophones ne peuvent bénéficier d'une programmation locale de radio sur bande MF, alors que les anglophones du Québec peuvent compter sur 4 postes. Sur 101 stations mères de télévision, 78 sont de langue anglaise et 23 de langue française, dont 16 au Québec. Services sociaux et de santé. La communauté anglophone du Québec, 28 hôpitaux, compte pour près de 40% de tous les hôpitaux de la région de Montréal, pour des populations quasi équivalentes, anglophones au Québec et francophones hors Québec. Il y a 3 fois plus de médecins anglophones au Québec. Au Québec,
Il y a une école de médecine anglaise, en dehors du Québec, il n'y en a pas, à proprement parler, d'école française de médecine. Mis à part les franco-ontariens, tous les autres francophones hors Québec intéressés à étudier la médecine dans leur langue maternelle doivent s'expatrier. Les services de santé et les services sociaux offerts en français aux francophones hors Québec sont déficients, surtout à cause de la pénurie de professionnels de la santé de langue française. Tableau historique. Colombie-Britannique. 1712, Pierre Gauthier de Varennes, sieur de la Vérendrye, de Trois-Rivières, se rend à l'intérieur du continent pour établir une chaîne de postes de ravitaillement. 1731-1749. Ses fils découvrent les montagnes Rocheuses en 1743. 1793, arrivée des premiers francophones en Colombie-Britannique, qui sont les premiers résidents blancs de cette province. 1858, la majorité de la population de la Colombie-Britannique est de langue française. Fondation du premier journal de langue française et du premier collège d'enseignement en français. L'Ouest canadien. 1905, les territoires du Nord-Ouest sont divisés en deux provinces, l'Alberta et la Saskatchewan. Jusqu'en 1929, les écoles confessionnelles sont tolérées. Naissance de l'Association canadienne-française de l'Alberta, 1926. Saskatchewan, 1912, naissance de l'Association catholique des Canadiens français. 1929, M.J.T.M. Anderson, Premier ministre de la Saskatchewan, abolit l'enseignement du français et supprime le port d'habits religieux et le crucifix dans les écoles. 1942-1946, centralisation du système scolaire, les nouvelles délimitations des districts scolaires font perdre aux francophones le contrôle de leur système d'éducation. Manitoba, 1815, Jean-Baptiste Charbonneau de Boucherville, Québec, vient s'établir à la Rivière-Rouge. Il s'installe à Saint-Boniface en 1830, où il travaille à la construction de la cathédrale. 1870, la loi du Manitoba sanctionne entre autres les écoles publiques françaises sous la juridiction catholique romaine. Deux langues officielles, l'anglais et le français, métis francophone, 5694. Métis anglophone, 4076. Canadien et européen, 1614. Indien, 581. 1890, la minorité catholique du Manitoba réclame le désaveu de la loi qui abolit les écoles séparées en se fondant sur l'article 93 de l'acte fédéral. Le gouvernement fédéral suggère aux catholiques recours aux tribaux. La question est renvoyée à la Cour suprême, puis deux fois au Conseil privé d'Angleterre qui déclare à la fin que la législature du Manitoba a le droit d'adopter la loi, mais que le gouvernement fédéral pourrait voter un bill rémédiateur. 1890, interdiction de l'usage du français dans les cours et à la législature au Manitoba. 1885, Louis Riel meurt sur l'échafaud. 1916, l'enseignement du français dans les écoles publiques du Manitoba est interdit. Abolition des derniers vestiges de droit en français au Manitoba. Fondation de l'Association d'éducation des Canadiens français. 1970, loi faisant du français et de l'anglais des langues d'enseignement au Manitoba. Ontario. 1615, les premiers missionnaires récollets explorent les Grands Lacs. 1625, les jésuites établissent des missions en Huronie. 1725, Louis XIV ordonne la construction d'un fort en pierre sur le site de l'ancien fort du Niagara. 1791, l'acte constitutionnel, fondation du Haut-Canada. Alors juste, il me semble qu'en 1725, c'était plutôt Louis XV. À vous de vérifier, mais je pense que c'était plutôt Louis XV que Louis XIV. 1838, arrivée du Lord Durham. 1840, l'acte d'union provoque l'union du Haut et du Bas-Canada. La localisation de la capitale fédérale dans le Haut-Canada, proclamation de l'anglais comme seule langue officielle. 1885, les orangistes d'Ontario, anti-catholiques et anti-français, réclament la tête de Louis Riel, chef des Métis du Manitoba, opposé au lotissement des terres à la tête du soulèvement de l'Ouest de 1884. Son action menaçait directement le pouvoir politique du Haut-Canada et risquait de faire du Manitoba la deuxième province française en Amérique du Nord. Il fut jugé uniquement dans un procès expéditif, en langue anglaise seulement. Son exécution sommaire marqua la fin des espoirs français dans l'Ouest canadien. Texte ajouté par l'auteur. 1912, le règlement 17 en Ontario interdit l'utilisation du français comme langue d'enseignement dans tous les milieux scolaires de la province. 2 ans auparavant, l'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario est fondée à Ottawa. 1927, retrait du règlement 17 en Ontario. Il est effacé des livres en 1944. 1968, loi reconnaissant le droit à l'enseignement en français en Ontario.
Donc, petite parenthèse, on voit quand même que ça a tendance à s'améliorer à partir des années 60, hein. Comment dire? Le respect de la langue française dans les institutions. Province maritime, 1604. Pierre de Monts fonde une colonie en Acadie. Établissement de Port-Royal. 1613. Ruine de l'Acadie française. Destruction de Port-Royal par le gouverneur Argall de Jamestown. 1627. Richelieu fonde la Compagnie des 100 associés et lui concède l'Arcadie malgré l'empiètement de l'Angleterre. 1632. Traité de Saint-Germain-en-Laye qui rend l'Acadie à la France, en même temps que la Nouvelle-France. 1654, sous Cromwell, seconde conquête de l'Acadie, Pentagouet, Saint-Jean, La Hève et Port-Royal. 1667, Louis XIV, par le traité de Breda, se fait remettre tous les territoires de l'Acadie occupés par les Anglais. 1690, prise de Port-Royal par la Nouvelle-Angleterre menée par Phips. Échec de Phips contre la prise du Québec. 1710, le général Nicholson d'Angleterre reçoit mission de s'emparer de l'Acadie. 1713, traité d'Utrecht, perte pour la France de l'Acadie, de Terre-Neuve et de la baie d'Hudson. Ce traité garantit le libre exercice de la religion. Louis XIV s'était gardé le Cap-Breton et l'île Saint-Jean, île du Prince-Édouard. Louisbourg sera construite et terminée en 1728. 1748, traité d'Aix-la-Chapelle. Louisbourg est rendu à Louis XIV. Oui, non, alors là c'est pas Louis XIV, c'est Louis XV. Émigration des Acadiens de la Nouvelle-Écosse vers le Nouveau-Brunswick, l'Acadie continentale. 1755, perte du fort Beauséjour. Déportation des Acadiens, et les Acadiens de la Nouvelle-Écosse refusent de prêter serment d'allégeance à la couronne britannique. 3000 Acadiens émigrent vers l'Acadie continentale et le Cap-Breton. Le général Lawrence, gouverneur d'Acadie, ne veut pas garder les Acadiens en Nouvelle-Écosse. Il décide de les déporter. 1756, guerre de 7 ans. Cession du Canada à l'Angleterre. 1758, chute de Louisbourg. 1763, traité de Paris. La France cède son territoire à la Grande-Bretagne. 1766, sur l'enseignement. 1766, en Nouvelle-Écosse, l'Église anglicane exerce un contrôle absolu sur l'enseignement. 1864, fondation d'un collège français à Memramcook au Nouveau-Brunswick. 1871, le gouvernement de Nouveau-Brunswick fait voter une loi qui stipule que l'État accordera des subsides aux écoles non confessionnelles. 1881, fondation de la Société nationale de l'Assomption qui deviendra plus tard la Société nationale des Acadiens. 1884, adoption du drapeau acadien. 1963, fondation de l'Université de Moncton, première université française en dehors du Québec. 1977, promulgation intégrale de la loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick, reconnaissant un statut officiel à l'anglais et au français. Donc, vous voyez, il y a une petite amélioration quand même avec les décennies. Le tableau historique est extrait des pages 10 à 16 du rapport. Québec, 1763, traité de Paris. Prise de possession officielle de la colonie pour l'Angleterre. Remplacement des lois françaises par les common law britanniques. Encouragement à construire des écoles protestantes. 1778, fondation du journal La Gazette, journal français au début, mais qui devient par la suite bilingue, puis bilingue anglais. 1768-1804, on annonce la fondation de 31 écoles anglaises pour la seule ville de Québec durant cette période. 1788, Monseigneur Hubert fonde à Québec une école anglaise pour les catholiques anglais. 1789, le gouvernement est à toute fin pratique anglais et protestant. 1796, fondation de la Montreal Library. 1821, création du collège McGill, qui deviendra l'université McGill en 1829. 1822, fondation du Montreal Board of Trade. 1867, l'article 80 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique fait des comtés anglophones des comtés protégés dont les délimitations territoriales sont intouchables, dans le but d'assurer aux anglophones un minimum de représentation à la législature du Québec. Cette mesure prendra fin en 1970. 1869, loi scolaire assure une grande autonomie à la communauté anglophone protestante. Fondation de l'hôpital Jeffrey Hall à Québec. 1879, fondation du YMCA. 1899, loi constituant en corporation le collège Loyola. 1920, fondation de la Canadian Teachers Federation. 1934, ouverture du Jewish General Hospital.
1948, loi constituant en corporation le collège Sir George Williams. 1950, ouverture à Montréal du Jewish Hospital School of Nursing. 1969, Bill 63, projet de loi pour promouvoir la langue française au Québec. Donc là, on voit que ça commence à changer, hein. À partir de 68, 69, 70, ça s'améliore. 1970, abolition des comtés protégés de 1867. 1974, loi 22, loi sur la langue officielle qui fait du français la langue officielle du Québec. 1977, loi 101, loi sur la langue officielle qui remplace la loi 22. Il est à préciser ici que cette loi 101 instituée le 26 août 1977, soit donc 137 ans après l'acte d'union de 1840 et 110 ans après l'acte de l'Amérique du Nord britannique, loi de 1867, fut celle qui partout au Canada anglais suscita le plus de réactions émotionnelles de toutes sortes et continue d'ailleurs aujourd'hui à servir de prétexte chez la population anglophone du Canada pour affirmer que le Québec ne respecte nullement sa minorité linguistique anglophone. Deux peuples, deux identités, deux orientations. Quelles que soient les lectures effectuées à partir d'actes de colloques, en passant par les gazettes gouvernementales, les journaux de débat des différentes législatures provinciales, les revues juridiques, politiques, économiques et sociologiques, les mémoires de commissions d'enquête, des esquisses historiques, les études statistiques, des thèses universitaires, les essais jusqu'au volume d'histoire, trois niveaux de comportement se dégagent, surtout à partir de 1840. Colonialisme et néocolonialisme économique du Canada anglais. Mainmise et contrôle de tous les leviers majeurs de l'économie par une élite d'hommes d'affaires anglo-saxons utilisant ce pouvoir comme arme pour assimiler à une autre langue et à une autre culture, les Canadiens français n'ayant à offrir que leur richesse naturelle et une main-d'œuvre docile et à bon marché, domestiquée par le pouvoir religieux catholique et ultramontain. Néocolonialisme politique anglo-saxon camouflé sous une démocratie à sens unique. Les hommes d'affaires anglo-canadiens, s'étant emparés du contrôle idéologique du nouvel appareil politique canadien, l'utiliseront pour l'assimilation radicale des Canadiens français, développant chez eux une xénophobie historique et une peur profonde de tout ce qui est étranger, surtout de ce qui est anglais. Enfin, racisme historique et racisme populaire, qui produira un Canadien anglais doté d'un fort sentiment de supériorité dans ses valeurs éducatives, culturelles et sociales, considérant le Canadien français comme étant un vaincu, par conséquent un être inférieur n'ayant aucun droit à une identité distincte car vivant dans un Canada anglais qui ne lui appartient pas et auquel il devrait être soumis au même titre que n'importe quel autre groupe étranger ayant émigré ici depuis le XIXe siècle. Personnellement, je suis contre le racisme quel qu'il soit, et je n'encouragerai jamais quelque analyse nationaliste qui ne ferait que suggérer la supériorité d'une ethnie quelconque sous prétexte qu'une autre ethnie, par sa nature et son histoire, se doit d'être inférieure. De même que je ne considère pas que tous les Canadiens anglais se sentent supérieurs et que tous les Canadiens français, par conséquent, se considèrent être condamnés à un sentiment d'infériorité. Mais les recherches et les études produites au Canada sur les deux peuples composant ce pays et sur les options d'éducation, de l'économie et du politique depuis 1840 font ressortir clairement trois niveaux de comportement au pays, même si aucune d'entre elles n'a jamais osé en définir les diverses composantes de base, et encore moins en traduire les conséquences dans l'évolution de la vie politique, économique, éducative et sociale des Canadiens dans leur ensemble. Mon propos n'est pas d'analyser les raisons pour lesquelles aucune étude n'a jamais osé dégager de telles conclusions, mais bien plutôt de démontrer qu'après la rédaction du rapport Durham suite aux troubles de 1837, les hommes d'affaires de cette époque, appuyés par les hommes politiques du temps, et à travers l'acte d'union de 1840, ont établi une continuité idéologique raciste dont on retrouve les conséquences tout au long de l'histoire de ce pays, et dont les hommes politiques canadiens anglais actuels se servent dans le débat constitutionnel de 1992 en vue de régler une fois pour toutes les problèmes du Québec français d'aujourd'hui. D'ailleurs, les conclusions des différentes études statistiques portant sur l'assimilation et les modalités de celle-ci chez les Canadiens français hors Québec, ainsi que chez les Québécois eux-mêmes entre 1840 et 1960, et les différents sondages, surtout ceux produits de 1989 à 1992, démontrent clairement les conséquences de cette continuité idéologique et de ses diverses applications jusqu'à nos jours. Au-delà des différentes études de tout genre, j'ai opté de me référer à M. Alan Gregg, considéré au Canada anglais comme étant l'un des plus grands spécialistes en question de sondage, ainsi qu'à d'autres maisons telles que
CROP, TVR, CCAC et l'actualité. En plus d'obtenir une vue d'ensemble aussi adéquate que possible sur la composition des forces humaines en présence au Canada, en 1992, ceux-ci fournissent une image assez exacte sur l'identité canadienne actuelle. Pourquoi les sondages, plutôt qu'une panoplie de volumes en histoire, en sociologie, en psychologie, en économie politique, etc. Parce que ceux-ci, en l'occurrence, ceux étant menés d'une manière professionnelle, et ceux, comme c'est le cas pour un des sondages utilisés ici, qui porte sur l'expérience de 10 années d'enquête sur le peuple de la méfiance, ont le net avantage de procurer une analyse d'ensemble assez précise sur une situation donnée. Obtenir le même résultat avec d'autres sources exigerait alors d'avoir recours à un ou plusieurs volumes refaits d'année en année sur le même sujet et tenant compte des différentes variables qui se soustraient ou s'ajoutent selon l'évolution d'une situation en cours. En outre, Alan Gregg compte à son crédit d'avoir fait ses études en sciences politiques à l'université d'Alberta, d'être anglophone, d'être président d'une compagnie spécialisée dans les sondages et d'avoir comme client, entre autres, le Parti conservateur du Canada. D'ailleurs, voici comment Alan Gregg interprète le rôle des sondages. À l'époque, le sondage ne jouait pas un grand rôle dans la vie politique. Au mieux, on tentait de savoir comment les gens allaient voter. De nos jours, le sondage est devenu un outil pour comprendre la culture politique et le comportement des individus. Je vais répéter ça. De nos jours, le sondage est devenu un outil pour comprendre le comportement des individus. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. Je vous dis à très vite pour la troisième partie de ma lecture et on abordera le sous-chapitre le Canada anglais.